Philippe de Sertine, invité du 6-9 ce matin. Vous êtes économiste, directeur de l'Institut de haute finance. Monsieur de Sertine, aidez-nous à y voir plus clair. La précédente équipe gouvernementale, celle de Michel Barnier, voulait faire 60 milliards d'économies. Alors, des recettes et des économies. Pardon pour le résumé avec le mot économie. Celle-là annonce 50 milliards. Est-ce que ça vous semble réalisable, plus réalisable? Est-ce que les pistes qui sont entendues sont les bonnes? Je crois qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. La première, c'est qu'on est avec un déficit cette année qui est absolument astronomique, 6,1% du PIB, qui veut dire que nous risquons d'avoir une dégradation encore en 2025 si nous ne faisons rien. On est dans une logique où, par rapport à l'Europe, notre situation est une situation quasiment unique. C'est le pays phare avec l'Allemagne, mais qui n'arrive pas à contrôler ses finances publiques. Et nous avons, pour terminer peut-être par rapport à ce que vous évoquez dans la situation, un désordre politique interne qui fait qu'on fait comme s'il y avait des marges de manœuvre. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors justement, avant d'entrer dans le détail avec Pascal, encore un mot d'un point de vue plus macro, si je puis dire les choses ainsi. Madame Montchalin, qui est aux finances publiques, dit objectif c'est 3% du PIB 2029. Donc on y va. Est-ce que, compte tenu de ce que vous nous dites et du bilan que vous dressez, ça vous semble réaliste ? Mais c'est absolument irréaliste quand on est en train de regarder la manière dont les politiques, mais peut-être les Français eux-mêmes regardent leurs finances publiques. Au fond, on a une prise de conscience à un moment donné, notamment l'année dernière, quand tout d'un coup, vraiment, les chiffres se dégradent en accéléré. Là, on a le sentiment que l'opinion publique dit « mais on va avoir un problème de dette ». On a un problème de dette depuis très longtemps, mais tout d'un coup, il y a un réveil. 3 000 milliards, ça c'est la dette. 3 300. 300 quand même, 300 milliards. Oui, pardon, mais c'est vrai que moi-même, je les mets de côté, les 300 milliards. Oui. Donc les taux d'intérêt qui, hier, ont atteint 3,38 sur la dette française. En 2019, on était à moins 0,41, quoi. Faut rappeler quand même, quoi. C'est-à-dire le poids qui s'alourdit de façon énorme. Prise de conscience, et puis on est à nouveau avec en réalité la question politique qui est revenue au centre de qui ? Est-ce que vous avez le sentiment que les Français ont conscience de la situation, ou est-ce qu'ils continuent de considérer que c'est une écriture dans un livre comptable et que c'est finalement assez secondaire, qu'on peut vivre avec ? Je crois que les Français commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui est dangereux, mais le seul problème, c'est de dire est-ce que je suis concerné ? C'est vraiment à chaque fois l'idée de dire ah oui, il y a un problème, mais il va falloir faire quelque chose. Mais ah oui, ah non, pas sur moi quand même. Et donc là, immédiatement, on a toutes les idées possibles en disant, bah, il faut prendre tout l'argent à Bernard Arnault. Donc c'est souvent on a ça, quoi, en disant, bah, vous voyez, lui, il a une richesse de 260 milliards. T'as 3 300 on s'achemine milliards. vers ça, hein. Oui, on s'achemine vers une taxe sur les patrimoines pour financer une partie des 50 milliards d'euros d'économie dont parlait Jean-Baptiste. Et qu'on ne financera pas, et avec probablement une dégradation du PIB qui fait que notre rapport dette-PIB sera toujours pire. Mais tant qu'effectivement nous n'avons pas l'énorme coup sur la tête qu'ont connu nos voisins, et il faut toujours le dire, c'est pas quelque chose qui est complètement abscon. On va parler du Portugal, on va parler de la Grèce, mais on peut parler de l'Angleterre qui a été obligée de voir son Premier ministre s'en aller à toute vitesse parce que le FMI était en train de dire mais vous êtes fous. Bah, nous effectivement on a l'avantage que nous avons un parapluie qui s'appelle l'euro. On n'a pas le pistolet sur la tempe et on l'aura pas. Alors est-ce qu'on l'aura pas? Ça c'est une vraie question. Comment on peut l'avoir? Là, on a déjà un pistolet, il est peut-être à haut, mais on a déjà un pistolet sur la tempe. Là, l'Union européenne nous a déjà dit attention. L'Union européenne dit attention, mais elle ne peut pas dire autre chose et elle ne peut pour le moment rien faire d'autre. Parce que de toute façon, aujourd'hui, elle est dans une situation, elle ne peut pas se permettre d'avoir une rupture avec la France. Non, la vraie question, Pascal, que vous posez, c'est, et celle qui se relie à l'actualité. Toute l'actualité, là, doit être vue, évidemment, de façon corrélée. Les incendies à Los Angeles, ça veut dire qu'on est dans le dérèglement climatique, qu'on va avoir des investissements énormes. Souvent, on dit, vous parlez des problèmes. Les solutions, c'est d'abord regarder l'avenir et la stratégie qu'on doit avoir. Mais la deuxième question qui va se poser à l'Europe très vite, si la guerre s'arrête, tous on le souhaite, ça veut dire que l'Europe va avoir un problème financier absolument majeur. Reconstruire l'Ukraine et d'une façon ou d'une autre, regardez comment on doit instaurer une collaboration, si vous me permettez ce mot qui n'est pas forcément très très beau, teinté du point de vue historique, avec la Russie. Ça voudra dire un financement. Ça voudra dire d'une façon ou d'une autre que les pays de l'Est de notre Europe vont avoir cette question en disant toutes les capacités financières de l'Europe, elles doivent être consacrées à la paix. Et là, peut-être que le déficit français et cette manière incroyable des Français de dire ah ben non, on peut pas. Ah non, mais vraiment, vraiment, on peut pas. Nous, effectivement, on a des déficits, on a des problèmes, mais on peut pas réduire la dépense. Là, d'un seul coup, on peut devenir exaspérant pour les Européens. Et je pense que là, on n'est pas loin de ce moment-là. Soisy.
Qu'est-ce qui est le plus grave, Philippe de Sertine? Est-ce que c'est l'instabilité politique ou au contraire le fait que le gouvernement s'apprête sans doute à lâcher sur une part de la réforme des retraites? Où placer le curseur quand on voit dans les explications des agences de notation, quand on est en perspective négative, elles pointent l'instabilité politique. Au point où on en est, comment vous évaluez les choses? Mais je pense que vraiment c'est ce contexte français, c'est-à-dire que l'instabilité politique, elle est d'abord le résultat d'une population française qui vote. Il faut rappeler quand même nos politiques, qui sont élus par des gens en réalité qui sont dans le brouillard, en disant j'ai le sentiment que les choses vont pas bien, j'entends des solutions de part et d'autre, je voudrais pas être concerné. Et cette question des retraites, évidemment, elle pose structurellement la manière dont on doit penser les solutions. Parce que c'est vrai qu'effectivement, souvent, on va être sans arrêt en train de dire mais vous vous rendez compte le problème? La solution, la question des retraites, elle pose la manière dont la problématique du travail est envisagée en France, la souffrance au travail, la façon dont nous avons un mode de fonctionnement où vous travaillez, tout d'un coup, boum, vous arrêtez. Vous êtes les seuls en Europe à faire ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette logique où on doit réfléchir avec les entreprises, avec le monde économique, avec le monde politique, avec le monde sociétal. Oui, mais alors, pardonnez-moi pour prolonger votre question, nous sommes peut-être à un moment de notre histoire où nous avons le plus besoin, en tout cas histoire récente, d'une forme de cohésion entre les Français et leurs élus, parce qu'il y a des difficultés à franchir. Or, on est peut-être au pire moment de défiance du politique de l'histoire récente. Est-ce que c'est pas ça aussi le formidable paradoxe et la plus grande des difficultés? C'est ce que vous regardez dans l'histoire de France, et je dirais quand vous regardez simplement, par exemple, la constitution de la Ve République, c'est un moment exactement similaire. Enfin, pas évidemment du tout dans les équations ou dans les problématiques, mais vous aviez le hiatus total entre des problèmes absolument gigantesques et le monde politique et la façon dont les Français votaient, qui était absolument incompatible avec la résolution des problèmes. C'est ça notre question, c'est que vous avez à l'Assemblée nationale, j'ai l'occasion de temps en temps de rencontrer des élus dans mes fonctions, c'est hallucinant, c'est-à-dire vous voyez des gens qui vous posent des questions, même à la limite sur la raison des problèmes ou la manière dont on envisage les solutions, vous dites, mais enfin non, vous y êtes pas. On n'est pas dans la logique qui doit nous amener à une solution. Et je pense que l'électorat le sent. Vous avez évoqué la richesse de l'euro, le fait que heureusement qu'on a l'euro, mais le problème dans une Europe qui est quand même très fragilisée. Alors fragilisée par la situation en France, fragilisée par la situation politique en Allemagne. Ce sera peut-être pas facile de construire une coalition après les élections du 23 février, mais est-ce que les Européens n'en ont pas assez de voir que la France a souvent de bonnes idées, souvent un péché d'arrogance pour pouvoir les appliquer, mais un défaut structurel qui est celui de ne pas donner l'exemple sur le plan économique? On a eu cette montée, on la sentait venir, et quand vous êtes à Bruxelles, vous sentiez bien on va dire, un agacement de plus en plus fort vis-à-vis de l'Europe. Mais nous avons depuis 2022 la guerre en Europe, ce qui fait que tout ce qui peut concerner les tiraillements au sein de l'Union européenne a été complètement mis de côté en disant nous avons une situation actuellement qui est tellement terrible que d'abord consensus. Et d'ailleurs, c'est formidable que l'Europe ait cette réaction. Mais je le répète, cette situation de guerre, Dieu merci, il faut l'espérer, elle n'est pas éternelle. Et on commence à s'acheminer vers un moment où la guerre va s'arrêter. Et où, à ce moment-là, peut-être en effet, les problématiques européennes vont ressurgir, d'autant plus que, je le répète, la fin de la guerre va signifier pour l'Europe un énorme défi. Un énorme défi. Et je crois souvent d'ailleurs que même les opinions publiques européennes ne le mesurent pas complètement. Alors probablement elles le mesurent plus quand elles sont proches des terrains. Une espérance de croissance peut-être aussi. Bien sûr que c'est de la dépense. Enfin, quand il y a de la dépense, il y a aussi un produit, il y a un revenu de la dépense après. C'est toujours sur PIB qu'on regarde. Et là, pour le coup, je pense que du point de vue européen, quand on évoque les problématiques européennes, on doit rappeler ce rapport que finalement on a un peu regardé, mais on n'a pas suffisamment travaillé. Le rapport Draghi de septembre 2024. Je faisais allusion à ça. Voilà, qui dit à l'Europe, vous n'êtes pas dans le siècle. En fait, vous êtes sans arrêt avec le rétroviseur. Même vous, Allemands, vous avez une industrie qui est en réalité une industrie qui correspond au temps passé. Vieillissante. Ne parlons même pas des Français. Nous sommes effectivement, du point de vue européen, du point de vue global, à l'écart des grandes créations de valeur. Vous voyez, là, on a souvent parlé des GAFAM, on n'y est pas, les GAFAM. Mais Nvidia, qui est aujourd'hui la première capitalisation... C'est le roi de l'intelligence artificielle. Nvidia, c'est la première capitalisation mondiale aujourd'hui. Mais justement, Draghi, il réclamait des milliards et des milliards d'investissements. Nous avons commencé cet entretien en parlant d'économie, Philippe de Sertine. Alors, est-ce qu'on peut se permettre, français,
d'aller emprunter encore beaucoup plus pour investir et comme ça essayer de revenir dans la course? Je crois que vraiment il faut avoir conscience qu'on rentre dans un monde d'hyper-innovation. Et je crois que ça c'est aussi quelque chose en fait de formidablement enthousiasmant. Quand vous disiez tout à l'heure, hors antenne, vous disiez, dis donc vous nous mettez le moral. On est dans un moment Vous racontez les moments en antenne, vous, maintenant. Très bien. De bouleversement scientifique, c'est-à-dire c'est ça qui nous... Il y a des solutions. Et les solutions, la science sera probablement la première, est en train de les proposer. Ça veut dire de l'investissement. Dans ces moments d'hyper-innovation, il faut être très clair. L'investissement public est compliqué. Parce que l'investissement public doit prendre des risques énormes, c'est l'investissement privé qui doit y aller. Donc il y a de l'investissement privé possible en Europe. Oui. Il y a de l'investissement privé possible en France. Est-ce qu'on ne doit pas dire aussi à nos patrons, ils ont une responsabilité, qu'ils ont plutôt profité de l'économie de la rente que de l'économie de l'innovation. C'est-à-dire qu'ils ont protégé... Ils ont protégé leur capital, leur position acquise, et ils ne se sont pas toujours situés eux-mêmes sur ces marchés du XXIe siècle. On est d'accord. La logique française, depuis des années, et vous avez cette espèce de logique qui tourne en rond, est une logique fondée sur la consommation intérieure, qui signifie qu'on ne regarde pas l'exportation, qui signifie qu'on ne regarde pas pourquoi on n'est pas compétitif, et qui signifie effectivement qu'en matière de R&D, très clairement, on est en retard. Recherche et développement. Alors, pardon, je vous interromps, Philippe de Sertine, pour rebondir sur le chiffre que je vois à l'instant, dépêche de l'agence France-Presse. L'INSEE dit que la consommation des ménages rebondit un peu, 0,3% en novembre. Pascal nous explique souvent comment les Français sont les rois de l'épargne. Il y a combien de... Il y a 60 milliards d'euros de surépargne en France. Bon, donc finalement, il y a du cash quelque part, si je peux dire les choses ainsi en France. Non mais vous voyez, c'est là où peut-être, quand il faut rassurer, il faut dire, mais la France c'est un pays riche. Mais bien sûr. C'est un pays riche, il faut le rappeler. C'est un pays riche, mais qui a normalement vocation à le rester. On espère, nous Français, qu'on va rester riche. Et riche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une migration de la valeur. Renault valait 10 milliards il y a 10 ans, Nvidia valait 10 milliards il y a 10 ans. Aujourd'hui, Nvidia vaut 3200 milliards. Renault vaut à peine 10 milliards. C'est-à-dire que là, on a des vraies questions qui se posent. On y est ou on n'y est pas. On dit GAFAM, on avait raté. Nvidia, on pouvait. Je veux dire, en plus, vous fonctionnez beaucoup aux États-Unis, dans toutes ces entreprises incroyables. Quand on va parler d'OpenAI, qui est devenue la 80e entreprise mondiale en 2 ans. OpenAI, c'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Elle fonctionne avec des cerveaux européens. Vous avez plein de compétences européennes qui sont utilisées un peu partout. Mais alors ça, c'était le mantra d'Emmanuel Macron en 2017, lorsqu'il est arrivé. Il y a eu Choose France, etc. Est-ce que vous nous dites en creux qu'on n'a pas fait suffisamment encore de ce point de vue-là? Et que ça aurait été un moteur plus puissant pour l'économie si on avait fait plus? Non, la question qui se pose, effectivement, ça a été le en même temps. C'est-à-dire, vous Choose France, vous regardez le nouveau monde, mais en même temps, vous continuez à financer l'ancien monde et à financer nos déficits en disant tout ça, ça va être résolu par la croissance. Non. Il y a un moment donné où il faut regarder comment notre pays doit être en situation de répondre aux grands défis, dont le défi climatique et dont le changement de modèle. Et ça veut dire évidemment un énorme effort, mais avec, vous avez raison Pascal, l'idée qu'on peut faire passer aux populations, l'idée qu'il y a de l'enthousiasme. Alors, toute dernière question, Pascal. Comment rendre le traitement acceptable? Parce qu'il y a peut-être l'incompétence économique des politiques ou leur absence de connaissances, mais il y a aussi des résistances dans l'opinion. Comment on rend le traitement acceptable? Vision stratégique en disant voilà où on va, voilà les étapes par lesquelles on va passer, voilà ce que ça signifie, voilà le fait que nous allons nous préoccuper des gens fragiles, que nous avons 10 millions de protéger les gens qui sont fragiles. Nous le savons. Nous savons qu'il faut réorganiser le système de santé en France. Il faut arrêter de dire on va mettre de l'argent parce qu'il y a besoin de plus d'argent. Non, effectivement, les soignants ne sont pas assez payés, mais notre mode d'organisation du système de santé n'est pas bon. Notre logique de regarder sans arrêt des réglementations supplémentaires pour essayer d'améliorer les choses, qui fait gonfler notre fonction publique, c'est de la folie. C'est là-dessus que nous devons travailler structurellement. Merci Philippe de Sertine d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.